Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Il faut dire que c'est un événement auquel vous allez assister. Cet hommage à Claudine Nougaret et Raymond Depardon, nous l'avons construit avec eux, grâce au film du Losange, qui ont tous les films maintenant. Et c'est vraiment une joie et un honneur que de les recevoir au festival. Ce sont maintenant des régionaux de l'étape, puisqu'ils n'habitent pas loin de Montpellier. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Claudine Nougaret et Raymond Depardon. Et pour les accompagner dans cette discussion, nous avons le plaisir d'avoir Laurent Delmas, journaliste de France Inter notamment. Laurent, je te laisse la main. Bien, merci. Bien, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on dit à cette heure-là. Vous êtes impressionnant de nombre. Hein. On va essayer d'être moins impressionné, mais non, mais c'est toujours formidable. Juste quand même une petite virgule d'introduction de vous voir aussi nombreux pour entendre des artistes et des créateurs. Ça redonne le moral. Moi, je sors là pour ne pas vous raconter ma vie, mais je sors du Festival Lumière à Lyon. Ils sont ce soir à 150 000 spectateurs pour voir ce que Bertrand Tavernier n'aimait pas qu'on appelle des vieux films. C'est formidable. Donc, tant que vous serez aussi nombreux à pratiquer cette religion laïque et à préserver, par exemple, les salles de cinéma qui sont des trésors nationaux, malgré tout, et je ne fais allusion à rien ni à personne en ce moment, malgré tout, il y aura de l'espoir. Et donc, votre présence participe à cet espoir-là. Et je pense ne pas me tromper en imaginant que Claudine et Raymond seront sur ce point d'accord avec moi. Et vous remercier aussi d'être là. Alors, masterclass, moi je suis toujours un peu impressionné par ce mot, tellement français. Et on va dire oui, discussion, entretien, et sachant que je vais poser quelques questions un peu idiotes et les réponses seront brillantes à Claudine et à Raymond. Mais bien rapidement, on vous donnera la parole parce que vous êtes là, c'est bien. Je pense que nous avons tous les trois envie de discuter avec vous et en tout cas de vous entendre. Je pense que c'est très important qu'on entende la voix des spectateurs. Il faut que les spectateurs soient dans leur place et dans leur jeu. C'est très très important. Parfois, on a le sentiment que tout le monde devrait être artiste. Si tout le monde devient artiste, il n'y a plus de spectateurs. C'est un peu embêtant. Pour qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait des spectateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent comme vous et qui aient le bon œil. Donc, on vous donnera la parole. Et si je ne vous la donne pas assez vite, vous lèverez la main et je vous la donnerai, bien évidemment. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous présenter et Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Si vous êtes là, c'est aussi parce que vous les connaissez déjà. Ils sont ensemble, ils forment ensemble aussi une entité artistique et c'est cette entité qu'aussi nous interrogerons et que je trouve très intéressante. Mais en préparant un petit peu le débat, j'ai découvert, parce qu'ils forment aussi un couple à la ville, c'est pas un scoop, vous le savez, j'ai découvert quand même que vous avez fait, semble-t-il, vous allez peut-être me démentir, mais vous avez fait votre voyage de noces à l'Hôtel-Dieu. C'est quand même pas banal, comme dirait l'autre. Alors, je sais pas, vous voulez l'un ou l'autre nous raconter quand même ce voyage de noces pas tout à fait comme les autres? Oui, on a fait notre voyage de noces aux urgences psychiatriques. Oui, oui. Alors, de quel côté de la barrière? Non, je plaisante. Oui, des urgences psychiatriques dans un hôpital général pour le film Urgence. Ouais, et donc, effectivement, mais le problème, c'est que on s'est d'abord mariés et après on a tourné. Et moi, j'avais très très peur qu'on s'entende pas sur le tournage. Parce que c'était pire que le mariage pour moi de ne pas s'entendre sur le tournage. Mais ça s'est très bien passé. C'était un truc plus difficile que le mariage. Ah oui, vraiment plus. Le tournage. Le tournage. Mais manifestement, de ce point de vue-là, ça se passe bien. Ça a continué, ouais, ça s'est bien passé. Ça a bien continué. Les deux ont bien continué. Lui à l'image, moi au son, on a continué à raconter des histoires. Ouais.
Ouais. Mais ça a été c'est vrai, ça a été une interrogation à un moment. Vous vous êtes demandé si on pouvait faire ça, si on pouvait tenir cette entité artistique-là. Ah mais oui, ça nous a fait tous les deux beaucoup plus peur de tourner ensemble que de se marier. Ouais. Parce que c'est vrai que chaque film, c'est une histoire, c'est une équipe, c'est une aventure, et savoir si on pouvait tenir comme ça sur la durée. Et puis visiblement, tiens, on est encore là, donc. C'est même, je crois qu'on n'est pas si nombreux à avoir tenu aussi longtemps. Ouais. Oui, c'est assez singulier comme position. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent. Oui, ça fait partie des quelques films d'un travail très souterrain et très solitaire. Donc ça démarre avant la rencontre avec Claudine, où j'allais boire le thé avec des substituts. Alors vous imaginez, bon d'accord, fondateur de l'agence Gamma, mais tout ça c'est bien gentil, membre aussi de l'agence Magnum, mais néanmoins, pour aller boire un thé avec un substitut, peut-être qu'il y en a dans la salle, certains, c'est des gens comme les autres, mais quand même, il faut être un peu... Et surtout que j'y allais en vélo, et je posais mon vélo, et puis je papotais. Et ça... Je pense que... Et alors, vous... Enfin, c'était pour l'argent, mais quand même, je la jouais comme ça. Je la jouais sur le côté rencontre de campagne, à la campagne. Et je l'ai joué dans d'autres films, pour d'autres films, pour des raisons tout à fait normales, pour se connaître. Mais là, le substitut, c'est pas lui que je voulais filmer. Et je pense qu'à un moment... Parce que, vous savez, le palais de justice de Paris ou le palais de justice de Montpellier, c'est quand même des lieux très, très impressionnants. Même d'avoir un appareil photo sur soi, on se sent un peu mal à l'aise. Parce qu'on sent que c'est pas prévu, et c'est pas tout à fait autorisé. Et donc... et à la fois, c'est des gens... Comme vous et moi, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de cinéma ici à Montpellier, mais c'est pour dire, le truc qu'ils détestent le plus au monde, et ça m'a mis du temps à comprendre cette phrase. Qu'est-ce que c'était la chose qu'ils détestent le plus au monde, dans le cinéma? Et donc, c'était les camions, le camion de machinisme. Ah, alors ça, c'est effectivement... Les pauvres machinistes, ils sont pour rien, mais on fait rentrer un couloir. J'imagine que pour certains films de fiction, au Palais de Justice, ils ont donné l'autorisation comme ça, et arrivaient des camions dans la cour. Et pour aller plus vite, des camions qui faisaient l'électricité, des camions de techniciens, de décors et tout ça. Et ça, ils n'aiment pas. Alors, parce qu'ils m'ont fait une allusion. Vous n'avez pas de camion quand même. Alors. Et j'ai bien compris que le vrai problème, c'était ça. C'était que nous ne perturbions pas une audience par la présence d'une caméra. Perturbions pas le rituel, que les magistrats se sentent pas fixés, filmés, encadrés, coupés, que le problème du son, qui est très 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 important là-bas, parce qu'on n'entend rien. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des audiences. Pourtant, il y a des micros tout neufs et tout, mais on entend très mal. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez incroyable, c'est-à-dire que on ne peut pas utiliser de lumière, bien sûr, de lumière supplémentaire, et cette fameuse autorisation qui est un peu spécifique à la France, puisque tous les pays n'ont pas la même législation sur le droit à l'image. Donc effectivement, tout en étant condamné ou pressenti, les gens gardent le droit à leur image. Et c'est bien normal. Donc il faut demander une autorisation. Cette autorisation, c'est improvisé avec le temps, parce que nous sommes quand même plusieurs à nous en servir. Un texte qui n'est pas dicté d'avance, mais où il y a quand même, bien sûr, 2 signatures. Parce que sinon, c'est pas valable. Donc voilà. Et donc, il faut faire signer et demander leur nom aux gens. Et signer. Et théoriquement même, je crois, ça c'est plus compliqué. Peut-être qu'il y a des hommes de loi dans la salle. Et ça serait bien qu'il y ait un échange.
Mais là, tu parlais de quoi, là, en fait? Je parle des prévenus. Non, je parle des prévenus. Tu vas où, là? Je parle des prévenus. Comment filmer un prévenu? Oui, bah donc en fait, c'est toute une approche. D'ailleurs, c'est le titre du premier profil paysan. C'est l'approche des gens qu'on va filmer, comment on les aborde, comment on prépare, Et ça, au bout d'un moment, c'est devenu une technique pour nous. C'est-à-dire une technique, c'est-à-dire il y a des recettes, il y a des... Oui, la recette, c'est qu'on adapte au documentaire la technique de la fiction. C'est-à-dire qu'on est dans un grand respect de la personne filmée. On les traite comme si c'était des très grands acteurs. Et c'est comme ça que ça marche. C'est dans le respect. Et la confiance, elle vient du respect. Et c'est toute cette technique que moi, j'ai appris sur les films de fiction qu'on a mis en place dans les documentaires. Un grand travail de... On va pas raconter des cracks. Oui, on va faire un film. Oui, on va vous filmer. Vous serez pas flouté. On va pas changer votre voix. Et si vous n'êtes pas d'accord d'être filmé, on vous filme pas. Mais on n'a jamais forcé personne. On a toujours eu une conversation. Le plus difficile a été le dernier film, 12 jours, où c'était un entretien où les personnes filmées étaient des personnes qui passaient devant un juge des libertés pour savoir s'ils pouvaient être libérés de l'hospitalisation sous contrainte. Et donc là, il fallait que tout le monde soit d'accord, tous les magistrats, surtout s'ils étaient sous tutelle ou sous curatelle. Et c'était une grande discussion avec les patients. Et ce qui se passait, c'est que finalement, c'est le sens de notre cinéma. C'est qu'ils nous disaient, si je peux servir à quelque chose pour une fois, montrer ce que c'est, quoi. On a eu ça sur Urgence, on a eu ça dans les hôpitaux psychiatriques, on a eu ça dans les palais de justice. Et cette phrase, pour une fois, si je pouvais servir à quelque chose. Oui, et même par exemple, pour moi, les plus difficiles, mais ça a été les agriculteurs, les paysans des Cévennes, qui sont pas très loin d'ici, et puis d'autres, puisque toute la diagonale du vide, c'est pour ça, c'est un petit détail, mais enfin, c'est vrai que l'ordinateur de l'INSEE a découvert qu'il y avait une bande comme ça, un territoire qui coupait la France en deux, qui partait des Ardennes, la Champagne pouilleuse, tout ça, toutes les régions, et qui finissait dans l'Aude, et qui était moins peuplées que les autres. Donc, mais là, le problème, c'est que c'est pas tellement de dire vous signez. Alors ça prend beaucoup de temps et ça demande une énergie, et tu peux pas faire ça par un assistant. Moi, je pense, c'est à toi. Et il y a toute une procédure, il y a tout un protocole. Alors, il y a ceux qui sont un peu, je dirais, un peu snobs, et qui viennent comme ça, en costume 3 pièces et tout, et qui disent, voilà, je suis un tel de la télévision française, je travaille pour France je sais pas quoi, et qui ont surtout pas de caméra. Même tout juste un crayon. Mon Dieu, quelle vulgarité d'avoir un appareil photo. Et donc, ils ont des techniciens qui viendront poser la caméra, prendre le son, avec un camion, bien sûr. Mais c'est pas bien, pour une raison très simple. Parce que moi aussi, je pourrais venir comme ça, sans caméra, sans rien, sans appareil photo. Mais je sais que quand je vous dis que c'était les plus durs à obtenir une autorisation, quand je parle aux vieux paysans célibataires des Cévennes, là, que vous connaissez forcément, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il fallait que j'ai un appareil photo. Parce que je savais qu'ils allaient me dire, mais qu'est-ce que vous faites avec votre appareil photo? Surtout, je ne m'en servais pas, bien sûr. Et donc là, alors là, ça dépend avec qui c'est, bien sûr. Le parallèle avec l'Opinel, ou le parallèle avec un bâton. Donc vous défendez comme vous pouvez. Et là, ils se moquent un peu de vous. Les gens se moquent de vous.
Vous êtes obsessionnel. En fait, ils se moquaient de nous parce qu'on tournait en 35 à 2. Donc, on avait des caméras, on était en film. On faisait toute une technique où normalement on est 5. Et donc, on merdait, quoi. C'est-à-dire qu'on était nuls. Donc, au bout d'un moment, ils nous prenaient en pitié. Parce que la caméra, elle bourrait, le micro, il tombait. Enfin bon. Et comme on n'était pas prétentieux, on était tout le temps très préoccupés par notre appareil technique, se créait une connivence finalement. Oui, parce que c'est pas mal d'être faible. Oui, c'est ça, on était faibles. Et oui, Ouais. mais c'est pas mal. C'est une force. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, le dernier film Profil paysan de la vie moderne, on a eu le prototype de caméra 35 fabriqué par Jean-Pierre Bouviala. Et alors c'était un prototype, donc elle avait sans arrêt des problèmes. Et une fois, on tourne et puis ça faisait un bruit de tracteur, la pellicule qui sort. Et heureusement, parce qu'il y avait une scène, ils étaient en train de s'engueuler, ils allaient prendre les chaises et se les foutre sur la gueule. Et finalement, Raymond a dit c'est une chance qu'on l'ait pas cette scène-là, parce que c'était pas ça le film. Comment dire, on ne le montrera pas s'il y a des choses. Ça avait bourré, la caméra avait bourré. Ah oui. Oui, parce que comme ça, j'ai pas eu de regrets. Non, t'as pas eu de regret. Est-ce que la Et il méthode... nous oubliait complètement. Oui. Après, il partait quoi. Un peu comme striptease, on aurait pu faire, tu vois. Oui. Ouais. Mais est-ce que la méthode, c'est pas aussi de les considérer comme des interlocuteurs et non pas comme des objets de filmage? Oh bah bien sûr, c'est pas des objets de filmage. C'est Ouais, des mais non, mais personnes l'interlocuteur, c'est pas pareil. L'interlocuteur, ça induit une forme de Ah bah nous, réflexivité. on devait tout raconter. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir tourner, ils savaient combien qui étaient mes parents, mais ils savaient tout. On parlait pendant des heures, quoi. Jusqu'au Oui, bout, on ne pouvait plus rien leur dire. Ils savaient tout. Et c'est quoi. pas moi qui raconte une histoire, c'est eux qui racontent une histoire. Et c'est pas de dire que mon papa était agriculteur, d'accord, mais ça, on commence à savoir ça. Bon, et donc, c'était eux. Et eux, ils étaient vraiment à nous. Et alors, ils revenaient dessus, parce que on revenait souvent comme ça. Le micro, Raymond. Sans caméra, et il disait, alors, oui, 2 enfants, vous avez 2 enfants. Et alors c'est reparti comme en 14, comme en France, de partout, quoi. Les gens, voilà, vous posent des questions. C'est vrai qu'aussi... Mais nous, on pensait vraiment que beaucoup de choses passaient par le silence. On n'était pas... je veux dire que même si les gens ne parlaient pas, et même s'ils étaient mal à l'aise, rien que l'attitude du corps, les regards, il y a beaucoup... Et d'ailleurs, dans les... Avec les paysans sévenols, il vaut mieux. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui passent sans explication, Ouais. sans redondance. Et puis, les films Profil paysan, on a voulu les faire pour sortir des stéréotypes des paysans. C'est-à-dire qu'on s'est interdit la scène avec le cochon, la brouette avec le foin, le coq, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Les cloches. Et dès qu'il y avait des coqs, on les a enlevés, quoi. On a essayé, en tous les cas à la bande son, moi j'ai essayé de sortir de la carte postale des paysans, parce que ça tue la pensée du spectateur. Ça le ramène toujours à ce truc nostalgique. Et donc on a fait courir des silences, on a laissé... C'est là qu'on s'est aperçu qu'en allant montrer le film au Canada ou en Belgique, que les cinéastes ou les spectateurs francophones, bien sûr, s'étonnaient de ce film. On n'a jamais vu la France comme ça. On savait qu'elle... Après le micro. Mais c'est vrai que ça a mis même du temps pour moi de... Je partais seul pour faire comme ça, faire quelques photos, donc je rentrais dans les fermes, mais j'y allais pas. J'y allais toujours étant présenté par quelqu'un. J'y arrivais pas comme quelqu'un d'inconnu qui sonne à la porte. Non, j'y allais avec un gars, le facteur, peu importe, un intermédiaire. Et puis on repartait, et puis et Claudine au téléphone elle me disait mais c'est des protestants ou des catholiques? Et alors donc j'en sais rien, parce que tu peux pas demander aux gens, surtout pour une première rencontre, tu peux pas leur demander comme ça à propos. Et donc il y a quand même des techniques. Et vous le savez très bien, puisque vous êtes ici, on est au pied des Cévennes, c'est de regarder le jardin. Voilà. On regarde le jardin, et là, on voit, et puis on garde ça pour soi. Mais c'est important, et justement, de ne pas en parler. Et ça demande, sans doute... explique, on regarde le jardin parce que les protestants ont l'autorisation, certains, d'être enterrés dans leur jardin. Voilà. Ouais.
Et ça, il y a beaucoup de gens à l'étranger qui ne savaient pas que cette dérogation de l'élit Nantes, ou je pense que l'élit Nantes, existait toujours, bien sûr, dans les régions. Et que même le président de la République, M. Mitterrand, n'a pas pu être enterré dans son jardin. Ouais. n'a pas pu être enterré dans le Morvan. Dans une propriété. Une propriété. Ouais. Claudine, on n'a pas dit, parce qu'on est entré tout de suite dans le vif du sujet, mais vous êtes, si je puis dire, au son, puisque vous êtes, sauf erreur de ma part, la première ingénieure du son française. Oui, grâce à Éric Romer, ouais. Grâce à Éric Romer. Oui. Oui, c'est Éric Romer qui m'a fait travailler sur le rayon vert. Et puis après, on m'a dit, mais vous êtes la première femme ingénieure du son. Et le film a eu le Lion d'Or à Venise. Et donc, j'ai été... Mais comment on explique ça? Comment on explique? Parce que le rayon vert, c'est quoi? 1900... le tournage, ça devait être 1984, je pense. Oui, bon, donc c'est pas quand même... c'est pas les prémices du cinématographe. Hein, mais à l'époque, on n'était que 2 femmes perchman en France. Il y avait Sophie Chiabot et moi, c'était tout. Et puis, ça s'est pas beaucoup arrangé quand même, parce que j'ai initié un prix pour les jeunes femmes techniciennes de moins de 35 ans, pour mettre en valeur les jeunes femmes techniciennes, parce qu'elles disparaissent des plateaux au moment de la maternité, et quand elles reviennent, elles ne retrouvent pas de place. Et donc, la mise en valeur des jeunes femmes techniciennes à l'image et au son est inopérante. Et la place est bonne, ingénieur du son au cinéma, c'est bien. Pourquoi vous dites ça? Les garçons prennent toutes les places. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de place pour les filles, quoi. C'est des métiers formidables et c'est vrai que ça avance pas très vite, parce qu'on nous parle toujours des quotas des réalisatrices à Cannes, mais nous, chaque année, on scrute le nombre de femmes ingénieurs du son ou chefs opératrices ou chefs déco, et ça avance pas vite. On est à 6-7% dans la sélection officielle. Ouais. Mais bon, moi, je pensais que ça allait aller plus vite, mais en fait, non. Non. Et comment ça se passe alors le travail entre vous deux sur un plateau de tournage? Vous vous engueulez par exemple à un certain moment? Non, on s'engueule à la maison, on s'engueule. Oui, d'accord. Ça, on peut pas vous demander ça. Non, ça vraiment, ça ne franchira pas. Mais sur un plateau, jamais? Non. Raymond, pas d'engueulade, pas de. Moi, j'ai pas souvenir d'engueulade. Non. Pas d'incompréhension, pas de. Il y a vraiment. Il y a des regards méchants des fois. Ah, quand même. Vous me rassurez. Non, mais c'est vrai que comme moi je viens de la photographie de presse, c'est quand même un lieu sacré, la photo, le Conseil des ministres, la cour, je sais pas quoi, le bureau, peu importe, même la rue. Pour un photographe de presse, c'est toujours quelque chose qui a une très forte appréhension. Et le pré-tournage, le moment où on va faire des photos, c'est pour moi, ça me vient un peu de la photographie de presse. Et reste, on est sur le coup, quoi. Il faut être sur le coup. Et c'est pour ça que même depuis très longtemps, et ça m'a suivi dans ma vie personnelle, j'arrive toujours une demi-heure avant à tous les rendez-vous. 2 heures au train et 2 heures à la maison. Aïe. Là, on sent il y a un contentieux là. Il y a un petit contentieux. Mais je pense qu'on pourrait peut-être en trouver d'autres quand même, parce que ingénieur du son, d'accord, mais vous êtes aussi productrice. Me dites pas que la productrice de Raymond Depardon, elle est toujours d'une humeur égale par rapport à ses demandes, à sa façon de faire. Productrice cinéaste, c'est quand même un rapport qui est pas toujours apaisé. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Raymond, il a commencé en s'auto-produisant, donc il a une conscience de la production plus développée que la majeure partie des réalisateurs. Mais ça n'empêche pas que des fois, ils disent vous à la production et que je le regarde, genre, mais de quoi il me parle? Tout d'un coup, il vous voit. D'accord. Tout d'un coup, vous m'empêchez, mais en fait, non, je pense qu'à partir du moment où j'ai produit avec lui, on s'est autoproduit, parce qu'on a mis l'argent où on voulait. Je pense qu'on a été beaucoup plus heureux. Mais c'était beaucoup de sacrifices quand même, parce que c'est énormément de travail, la production. Et quand je faisais je sais pas comment je faisais la production et le son, je peux pas vous dire. Je sais que je me revois sur 10e chambre, on tournait, hop, je sortais entre les audiences, j'appelais Arte, je revenais, j'appelais France 2. Je sais pas comment on fait, je sais pas. S'il fallait que je le refaire, j'y arriverais pas, je crois. mais passionné, on est arrivé, et si on s'était pas autoproduit comme ça, si on n'avait pas fait notre société de production, on serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on avait des idées fixes et très déterminées, et on n'est pas. Maintenant, il faut produire beaucoup de dossiers, il faut beaucoup expliquer, il faut argumenter. Nous, on envoyait 2 pages. Et on disait, on est pressé, on tourne. Et il y avait une ambiance de confiance. Je ne sais pas si elle est encore là, comme ça.
Oui, sur le monde rural, il n'y a pas très longtemps, quoi. Je sais que, ayant l'expérience quand même de t'avoir travaillé aussi pour des journaux sur la ruralité, je prenais tout ce qui passait à Gamma ou à Magnum quand il y avait une commande là-dessus, ça m'intéressait. Mais forcément, on m'a envoyé comme ça un peu faire pour le Pèlerin. Ça, c'est une force formidable, c'est Paris Match. Ça. Je travaille pour le Pèlerin. Et c'est vrai que je savais, je sais plus ce que je voulais dire, mais je savais que j'allais. Il fallait du temps. Oui, et donc je vais raconter le monde rural. En fait, on a fait Profil Paysan à l'approche, Profil Paysan le quotidien. On l'a produit nous-mêmes, on l'a distribué nous-mêmes parce que les distributeurs n'en voulaient pas. Et puis pour faire le 3e, j'ai été voir France Télévisions alors qu'on venait de sortir 10e chambre qui avait eu un succès. Ils m'ont dit tes paysans, tu nous emmerdes, on n'en veut pas. Et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Je vais faire, moi je veux le sortir en salle, je veux faire un film en 35. On arrête de faire petits bras et tout, c'est un sujet important. Ah ben non, bah écoute, désolé. Et donc, va voir le président de France Télévisions. Donc j'ai écrit au courrier des spectateurs. Et j'ai pris rendez-vous avec le président de France Télévisions. Et là, j'ai rappelé les gens de France 2. J'aurais dit, je crois qu'il faut que vous veniez. Et puis c'est parti. C'était Patrick de Carolis qui est sensible à la terre et sensible aux paysans. Et on a pu faire le film. Mais c'est l'histoire d'écrire au courrier des spectateurs qui était assez drôle. Oui, parce que moi, je voulais 10 ans. Et donc, naïvement, j'ai dit, voilà, je voudrais 10 ans pour faire ce film. Ça marche pas. Mais vous l'avez ça n'existe pas. Vous l'avez dit à la productrice aussi? Oui, mais c'était avec Catherine Lamour. Et Catherine Lamour, elle était à Canal. Elle a dit à Canal+, elle a dit dans 3 ans, je serai plus là. Et dans 3 ans, elle était virée. Quoi. Donc elle avait raison. Donc elle nous Ils a vont dit, plus vite que ça dans les chaînes. Fais-en 3, et 3 ça passe. Ah oui. À des conseils d'administration. Prenez des notes, hein. Oui, mais sauf qu'entre-temps, on a fait d'autres films. Oui, quand même. Ça. Oui, on n'a pas fait que ça. Oui. On avait toujours nos paysans à aller tourner. Toujours, ouais. Ça, c'est formidable parce que ça, c'est vraiment. Et parce que c'est 10 ans de conversation avec des gens et pour arriver à faire La vie moderne, qui est pour moi un film 80 plans, c'est rien du tout. Et je vois pas comment on peut le désosser dans un sens ou dans l'autre. Il y a une espèce de complétude dans ce film qui est assez unique. Si vous ne l'avez pas vu, je sais pas, est-ce qu'il est dans la... Oui. Il est dedans, il est dedans, donc vraiment... Je sais pas quel jour, mais... Voilà, je sais pas quel jour non plus, il est peut-être derrière nous, mais j'espère que non, mais évidemment, allez le voir. Est-ce que la notion, parce qu'on est quand même un peu là-dedans, Raymond, est-ce que la notion de bilan, de faire le point sur ce que vous avez réalisé, est-ce que ça vous pose problème? Ou est-ce que vous aimez vous retourner, vous qui êtes un homme du regard d'avant, puisque en avant, est-ce que vous aimez vous retourner sur le passé? Je le suis obligé en photo. La photo marche comme ça. La photographie, c'est... elle a... On le sait d'ailleurs, tous, même comme ça, en tant qu'amateur et plaisir de voir des photographes, on a beaucoup d'informations sur Cartier-Bresson, encore plus sur Doisneau, et aussi un peu sur Brassailles, et vous l'ironisez bien sûr. Et à la fois, c'est des portraits qui datent de 20-30 ans déjà, même plus, à moins qu'on soit un tout jeune photographe, mais pour les gens de 30-40 ans comme moi, à l'époque, je savais qui étaient déjà tous ces photographes-là. Et donc le photographe, il a toujours ce retour en arrière. Et c'est un vrai problème aussi, parce que je vois là, par exemple, à Magnum, ce qui m'intéressait de rentrer à Magnum, c'est que c'est les plus grands spécialistes du choix, de travailler le choix, de faire le choix à un photographe à côté de toi. Tu vois? C'est ce que faisait un peu... C'est-à-dire le choix des photos. Sur une planche? L'editing. Mais Raymond, il aime bien avoir un interlocuteur pour l'editing. Et donc, dans tous ces livres, à chaque fois, il y a... Bon, je pense par exemple à un des derniers qu'on a fait là, sur l'Algérie. On a travaillé ensemble comme ça. Mais il l'a fait avec beaucoup de monde. Et la prochaine expo qui aura lieu à Montpellier, au Pavillon Populaire,
à partir du 2 décembre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on connaît surtout le travail noir et blanc de Raymond. Et là, c'est un regard de deux jeunes sur la couleur et sur le travail couleur de Raymond. Et il a cette particularité d'ouvrir à d'autres regards, comme au montage, il fait confiance avec les monteurs. Et je crois que tous les photographes ne sont pas comme ça. Beaucoup sont très fermés sur eux-mêmes et n'aiment pas qu'on leur dise c'est celle-là ou celle-là. Et lui, comme il a commencé en tant que photographe de presse, il y a toujours eu un rédacteur qui lui a dit celle-là elle est nulle, celle-là elle est bonne. Et donc, Non, mais c'est vrai que le montage, c'est un grand chapitre, autant l'approche, le tournage, bien sûr, et le montage est quelque chose qui il faut dire, moi je suis, alors c'est simple, je suis un amateur total, puisque quelquefois j'ai été un peu rémunéré, mais la plupart du temps je faisais ça pour mon plaisir, et je vivais de la photographie. Donc j'avais prévenu Gamma, Dalmas, peu importe Dalmas même, ou Magnum, en disant là pendant un certain temps je travaille au montage. Et c'est vrai que le travail au montage, comme j'avais pas, bien sûr il était très important de choisir son monteur. Il y en a que je connaissais pas, que j'avais jamais monté de film avec eux. Et c'est vrai que la salle de projection des Roches, par exemple, en labo, où on peut regarder tout le film en une semaine ou en 15 jours, il y a des moments. C'est pas comme une planche contact, là. Tu peux pas passer de la photo à l'autre et tu es obligé de rester là. Et le monteur est le premier spectateur, en fait. Alors, et là, c'est important parce que, et bien sûr, il t'en prend plein la gueule, si je peux me permettre de dire ça. Parce que et alors, surtout que moi, j'étais adepte d'une technique de tournage qui n'est pas du tout celle du technique de documentaire classique de l'époque. Pourquoi j'ai fait des films? C'est quelque chose que j'avais... C'était un dada pour moi, un plaisir. J'ai eu l'impression que ça datait même de mon enfance et de ma... Et comme j'étais toujours un peu à me moquer de mon enfance, et je disais, oui, je vous parlerai pas de mon enfance qui fut longue et douloureuse. Alors que j'ai pas arrêté de faire ça, quoi. La ferme du Garet. Alors que t'as pas eu une enfance douloureuse. Hein? T'as pas eu une enfance douloureuse du tout. Alors que c'est faux. Oui, c'est faux. Complètement faux. Oui. Mais absolument. C'est une fiction tout à fait totale. Une enfance magnifique. Voilà. Et donc le montage, j'ai donc voulu faire quelque chose de différent. Mais quand on a fondé l'agence Gamma avec quelques photographes, j'ai dit il faut acheter une caméra quand même. Parce que c'est un peu bête si on passe à côté d'un événement important, il faudrait pouvoir le filmer aussi, parce que la télévision quand même, voilà. Alors... Moi, je rappelle juste que l'agence Gamma, que Raymond a cofondée, c'est la première agence où les photographes étaient considérés comme les auteurs et non plus comme des salariés d'agence. Et donc Raymond a contribué à créer le statut d'auteur photographe, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Alors le montage... Alors donc, moi je suis un enfant du 16 mm, du plan séquence, et pourtant j'avais pas de numérique à l'époque, et c'était du film. Donc, il faut savoir que, par exemple, plusieurs films, on a tourné avec, pour les sitcoms, Jean-Pierre Beauviala a fait des magasins supplémentaires de 3 fois le temps. 20 minutes, au lieu de 10. Donc, pour le Palais de Justice, c'était parfait pour moi. Voilà. Donc, on peut... Merci aux sitcoms. Et donc on connaît tous Cartier-Bresson, l'instant décisif. On connaît tous qu'est-ce que c'est de faire des photos, un geste naturel, de disparaître, mais à la fois d'être présent, de faire des photos même d'un baptême, d'une cérémonie comme ça, familiale. Tout le monde vous regarde, que vous soyez tout seul ou 10 photographes. Ça tient une place, le photographe. Et donc, il faut mettre le paquet, mais on pourra aussi parler de ça, du son aussi, par exemple. Alors, en fait, la question a été, qu'est-ce que ça te fait qu'on fasse une rétrospective? C'est pas mal, parce qu'elle recentre sur...
Non, mais je dis ça parce que moi, voilà, j'ai transposé. Moi, je faisais pas trop de l'instant décisif en photo, parce que c'était des conseils des ministres, c'était des voyages du pape, les voyages de la reine Elisabeth, c'était des voyages, on me demandait d'y aller, voilà, je partais, ou des choses comme ça, dans des manifestations dans les rues. Mais là, en caméra, et peut-être que je sais pas, j'ai pensé souvent à mon père. J'ai pensé un peu aussi au silence, comme ça. Donc, et je me suis dit, il faut que je sois un parfait abat-jour ou un parfait porte-manteau. Et j'ai pas à dire, j'ai pas à poser de questions. Je me souviens que je me suis retrouvé devant Mandela. J'étais à Johannesburg, je travaillais, et puis dans l'hôtel, je croise une journaliste de Vogue. Elle me dit, ah bah tiens, vous tombez bien, j'ai besoin d'un photographe parce que j'ai rendez-vous avec Mandela. Bon, Ça se refuse pas. ça se refuse pas. Et j'ai dit, mais je vais y aller, je vais faire des photos, bien sûr, quelques photos, mais je voudrais lui emmener ma caméra avec moi. On dit, pas de problème, je m'en foutais complètement. Et donc, quand j'ai vu Mandela, la première chose que je lui ai dit, je voudrais vous filmer dans un anglais très approximatif et très sympa de bien m'écouter, 1 minute de silence. Et alors, j'en ai fait plusieurs de films comme ça, parce qu'il y a Yann Palach, 10 minutes de silence pour John Lennon. Et donc, avant l'entretien avec Vogue, il était rédacteur en chef de Vogue, je me suis mis en face de lui et j'ai posé la caméra sur le bureau. Et j'ai appuyé, le magnétophone tournait, et j'ai rien dit, je ne bougeais pas. Et il a fait 57 secondes. Ça, c'est formidable parce que, après même, on s'est amusé. J'ai 2 garçons. Il y a 2 garçons. Et ils se sont amusés, comme ça, comme un jeu, à faire 1 minute. Non, mais. Oui, non, mais je continue cette histoire. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile à faire 1 minute. Mais non, mais il a fallu que ce monsieur passe par un peu sans c'est la prison. C'est la prison. Ouais. Le rebelle. C'est la prison où tu as le sens du temps. Connaître un peu le temps. La notion du temps. 57 secondes, oui. Voilà, Ouais. donc, tout ça pour dire que moi, je faisais beaucoup de plans séquences et mon monteur me disait, mais si Raymond, tu avais eu le réflexe de couper et de reprendre un angle de 45 degrés, leur fameux 45 degrés, là, à 45 degrés, la même séquence, ça n'aurait rien perdu, et ça serait génial pour moi. Ben non, mais là. Vous assistez au montage, Claudine? Moi, en fait, non, parce que moi, je pense que le montage, c'est de la psychiatrie, c'est de la psychanalyse, pardon. Joli lapsus, hein, quand même. Hein. Traitez-le de fou pendant que vous y êtes. Non, mais je pense que c'est quelque chose de. C'est comme un entretien en psychanalyse, il faut que ça se passe à 2. Donc, pour Journal de France, on a divisé. Alors, on avait pris 2 monteurs, mais le 2e monteur est parti, donc on a fait l'un après l'autre avec le même monteur. Mais on n'était pas dans la salle ensemble. Ouais. On allait en projection ensemble, mais je pense pas qu'on peut partager le montage. Moi, ça me paraît impossible. C'est un moment extrêmement intime. Oui, c'est très, très, très intime et ça fait appel à vraiment à l'inconscient et il faut que ça fasse appel à l'inconscient. Il faut, et c'est pas en couple. Enfin, ça paraît. Ou alors il y a une très, très belle séquence des strobes où ils s'engueulent. Je sais plus dans quel film. Peut-être que vous connaissez. Non. On voit les strobes dans une salle de montage, mais ils se disent des horreurs. Je me suis dit jamais on fera ça. On va pas se retrouver comme eux et c'était beaucoup mieux de faire comme ça. Moi, j'ai monté toute la partie qui était la France, Raymond en train de faire les photos et lui, il a monté toutes les archives, par exemple, et on s'est retrouvés ensemble et le monteur a fait le lien. Mais ça me paraît impossible. Ouais. Je dédie Qu'est-ce que tu en penses, Raymond? Ben moi, je pense que c'est quelque chose... au départ, c'est forcément un temps... brouillon. Ça peut être que brouillon. Si ça l'est pas, c'est plutôt inquiétant, parce que surtout dans ce cinéma-là. Mais qu'il faut débrouiller. Et voilà. Et c'est vrai que l'aventure du film sur l'élection de M. Giscard d'Estaing, c'était un monteur que je connaissais pas. C'est la première fois que je montais avec lui. Et
il est très calme. C'est une bonne chose. Et moi aussi, mais du coup, moi aussi, j'étais calme. Et ça a pris un temps fou apprendre à être regardable. Parce qu'il faisait par séquence, il revenait, il repartait à une autre séquence. Et donc on repartait dans le brouillard de certaines choses. Et je me disais, mais ça n'intéressera personne. Et c'était... Alors je me raccrochais à quelques plans séquences que j'avais, qui me refaisaient un peu... qui me faisaient du plaisir, quoi, qui me remontaient le moral. Je sais plus, dans les plans avec la voiture, comme ça, et, bon, et il papote. Et c'est là où je pense que le cinéma est quelque chose de totalement à part de tous les arts contemporains, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec la photographie. Il se trouve que des hommes politiques, je suis monté dans des avions avec eux, et j'ai fait quelques photos comme ça, de Mitterrand, de M. Sarkozy, tout ça. J'en ai fait beaucoup. Dans des avions comme ça, on descendait, je sais pas, à Carcassonne, et ça n'a rien à voir. Alors, je sais qu'à un moment donné, j'étais derrière Sarkozy et Cécilia, là, c'est ça? Et ils se ont pris la main comme ça. Paparazzi, on est tous des paparazzi là, dans un cas comme ça. On fait une photo discrète comme ça. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est une bonne photo, quoi. Mais Raymond n'a décidément pas répondu, Claudine, donc je vous pose la question à vous, je suis un peu têtu. Qu'est-ce que ça fait de regarder dans le rétroviseur d'une œuvre? Oh bah moi je suis très très fière. Vraiment, Bon je me dis, 21 longs métrages, 32 courts métrages, purée, incroyable. Finalement pas si longtemps que ça. Moi, je suis très fière. Mais Raymond, en fait, le mot rétrospective, il sort son revolver. Donc, il y a beaucoup... J'avais ce sentiment-là. Ouais, beaucoup de gens titillais un peu, j'espérais. Il y a toujours quelqu'un il y a un musée qui dit on va faire une rétrospective. Et non, moi je viens pas s'il faut une rétrospective. Moi, je suis pas mort, ça continue, etc. Mais bon, mais en fait, il passe son temps à regarder son passé. Il est tout le temps en train de regarder ses photos. Et c'est. Je reviens juste sur le montage pour dire que le montage. En fait, moi, je participais pas au montage, mais après, Raymond me laissait le mixage. Raymond ne participait pas au mixage. Donc, on se divisait comme ça. Je reprenais le film à la fin. C'est une division du travail. C'est une division du travail. Ouais, mais non, il aime pas l'idée de la rétrospective. Ouais. Vraiment, il a l'impression que c'est une petite mort. C'est ça, non? C'est vrai? Oui. Enfin, maintenant, tu laisses un peu. On a une exposition qui tourne, qui s'appelle. Par exemple, quand tu montes un film, moi je sais que je faisais des projections le matin. On aurait pu faire des projections le soir. Hein. Oui. Le matin, comme ça, le samedi matin, le dimanche matin. Alors là t'as le moral à zéro, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, il y a des moments comme ça, donc il faut le revoir, le remanger. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est ce qui est. C'est ce que j'ai trouvé aussi chez les photographes ou d'autres cinéastes. Et alors la rétrospective? Il veut pas. Il ne veut pas. Il y a un refus d'obstacle très net. Oui, je sais, mais... Il sait. Moi, peut-être ce que j'aime le mieux, ce que j'aimais beaucoup à cette époque, au début de cet apprentissage de la caméra, qui correspond à peu près au moment de Giscard d'Estaing, 75, 80, c'était de faire un plan sur un événement. J'ai eu la chance, comme ça, un peu... de me retrouver en route, en direction de Prague, avec un photographe de Gamma et puis et moi. Et donc lui, c'était clair, voilà, il fallait qu'on passe en Tchécoslovaquie. On a eu la chance de passer par l'Allemagne de l'Est, donc on n'a pas été arrêtés. Et tous ceux qui passaient par l'Autriche ont été arrêtés. Et puis on s'est retrouvés comme ça sur cette place Wenceslas, un matin, où tu voyais derrière toi les policiers de l'armée, de la police secrète. Et
il fallait aller vite et à la fois, je ne pouvais pas faire un plan séquence là. Et à la fois, j'adore comme ça être. C'était un luxe total pour moi d'être à Prague, à New York pour 10 minutes pour John Lennon, à New York, ce plan séquence de 4 minutes sur le métro qui est un tramway, c'est les Suisses qui l'ont installé pour les Américains, et ce tramway est un téléphérique qui longe un très beau pont à étages. Donc vraiment, vous pouvez y aller, ça coûte un token, hein, ça coûte un billet, tac, et vous montez dans la benne, et la benne, au lieu de monter, elle suit le pont. Et elle met 4 minutes. Donc le problème, c'est 4 minutes, c'est quoi? C'est l'autonomie d'un magasin 35 mm. C'est pas 10 minutes, là. Donc il faut être en 35, là. C'est parce qu'il faut une bonne image, quoi. Et pour pas demander l'autorisation à personne, je me suis collé contre la fenêtre, et puis voilà. Donc tout ce genre de moments comme ça, j'en vois encore aujourd'hui, là. Il est formidable. À la télé comme ça, parce que les caméramens tournent, on leur dit vous tournez, et ils se rendent pas compte, mais il y a rien se passe, mais c'est formidable. Donc moi je dirais que et donc j'ai été rattrapé un peu dans cette idée là de faire un plan séquence sur des moments comme ça, comme des photographies, par l'art contemporain et non pas par le cinéma. Alors ces films, je les transformais en courts-métrages. On les mettait devant les courts-métrages et les longs-métrages qu'on faisait après, genre Police ou autre chose, Paysan. Mais avant, on mettait ce petit court-métrage. Oui, donc on a fait des films à la Fondation Cartier pour l'art contemporain et des films totalement libres. C'est-à-dire qu'ils nous disaient allez chez Yanomami, allez travailler sur la disparition des langues. Et on se retrouvait à l'autre bout du monde à faire des plans séquences qui sont en fait, ils ont été préparés pour des spectateurs qui rentrent et qui sortent quand ils veulent. C'est-à-dire le spectateur n'est pas captif. Il n'y a pas un début et une fin, et il adhère ou il adhère pas. Voilà. Et c'est une façon totalement libre qui nous a beaucoup aidés dans le cinéma. Parce qu'après, quand on revenait à quelque chose de plus traditionnel, on savait que c'était possible. Oui, ça c'était une très très grande aventure. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut filmer? C'est quoi filmer? On fait quoi? Si en plus vous faites les questions. Mais non seulement vous faites les questions, mais vous répondez pas aux miennes. Donc c'est formidable, Raymond. Je vous adore. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que filmer? Moi, je voudrais. Tu veux dire qu'est-ce que c'est filmer? Là, il y en a pour 2 heures. Là, donc, mais une réponse courte. Moi, je voudrais juste dire que il n'aime pas les rétrospectives, mais il y a quand même une rétrospective photo qui circule, qui s'appelle Le bonheur est dans l'image, qui est une exposition qui est faite par Magnum Photo et qui va arriver à l'abbaye d'Aniane et qui fait le tour de toutes les abbayes en France. Il y a une rétrospective photo de Raymond qui circule. Et il y a aussi, on peut le dire en ce moment à Paris, au mémorial de la Shoah, une exposition sur un reportage que vous avez fait à Auschwitz, mais il y a combien d'années? C'était dans les années 76, je pense. 76. Ouais. Donc ça c'est aussi de la rétrospective, c'est-à-dire que vous prenez un objet qui a 50 ans et vous l'exposez, et dans des conditions, je vous invite vraiment à aller voir, parce que c'est absolument... évidemment, ce qu'on voit est sidérant, mais la façon dont Raymond la mise en scène dans un grand format est absolument terrifiant et saisissant. Ça, c'est de la rétrospective, quand même, quelque part. Oui, bien sûr, il faut... Mais... C'est vrai que les choses évoluent un petit peu. C'est peut-être il y a le Montor, ça c'est la télévision, c'est le cinéma. C'est vrai que pour ce genre de film court comme ça qu'on peut faire, c'est plutôt un directeur artistique. C'est des mouvements de picture qui passent en boucle. Ça n'a rien à voir avec la photographie, quoi. Mais ça n'a rien à voir non plus avec le cinéma et la télévision. Donc c'est assez. Mais je trouve que c'était les gens qui en avaient le plus intéressant aujourd'hui, c'est ça. Quand je vois par exemple à la télévision, il y en a dans des pays comme ça, la Corée du Nord, magnifique. Alors on peut pas y aller, quoi. Et tu vois le caméraman là, waouh, c'est une merveille, quoi. Une merveille en plan séquence, quoi. Tout est là. C'est comme une photographie, quoi. Donc c'est vraiment comme.
Et c'est vrai que les photographes, si tu veux faire un film de photo, en cinéma, ça marche pas. Parce que la photo, c'est pas du tout un cadre cinéma. D'ailleurs, moi, je sais que, par exemple, j'allais comme tout le monde au cinéma dans ces époques-là, bien sûr, et toujours aujourd'hui encore. Mais ceux qui m'ont plus marqué, peut-être, alors, il y a l'école russe. Il y en avait déjà pas mal, hein, Yovchenko, tout ça. Alors, c'était des caméramens qui étaient complètement à part des caméramens d'aujourd'hui. Il y en avait aussi en Allemagne, en Amérique aussi, bien sûr. Il y a quelques films comme Flaherty, de Flaherty, tout ça. C'est vraiment plus presque des photographes, des Walker Evans que des caméramens d'aujourd'hui. Mais si un jour vous allez à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, près de Cracovie, et il y a une salle de projection qui est vide et qui peut fonctionner. Il y a un projectionniste qui est toujours là. Demandez le film de l'Armée Rouge. Le film, quand ils sont arrivés, je crois le 27 janvier 1945, des jeunes caméramens soviétiques, ils avaient 18-20 ans, même pas, qui étaient tous forcément des élèves de tous les grands cinéastes qu'on connaissait, et qui se sont trouvés un peu surpris. Là. Et alors, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire de la mise en scène. Ces générations de photographes et de cinéastes. Moi, j'en ai connu un peu dans les années 59-60. Ils parlaient au président de la République. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire une photo comme ci, comme ça, comme ça? Et alors tout le monde obéissait avec le flash, avec la chambre et tout ça. Donc c'était une habitude où les photographes poussaient un peu. Et il y a un très beau film de Charlie Chaplin comme ça. Oui, je crois que c'est Charlie Chaplin, quand il va dans les quartiers Kowloon chinois de New York, et il y a un gars qui est à terre et qui a un revolver, et puis l'autre est en train de le tuer, et Charlie Chaplin, ou c'est peut-être l'autre, Buster Keaton, il pousse le revolver pour que l'autre puisse prendre le revolver. Un petit coup de pouce, quoi. Boum. Et le plan est fini. Mais, et ça, alors ça, c'est sûr que moi, je me souviens, et les photographes, en fait, je dois garder quelque part, c'est ma génération aussi, ils étaient bavards, comme moi. Je suis bavard. Et alors, effectivement, ça parle. Et ça parle. Mais Mitterrand, il est avec qui là-haut? Avec qui il est? Non, j'en sais rien, mais c'est qui le ministre qui est là avec lui? Voilà, ça parle. C'est formidable parce qu'il faut écouter. Et c'est pour ça que moi, je me suis trouvé un jour en Éthiopie, avec le voyage de la reine Elisabeth, et dans un endroit qui est très beau, c'est la chute du Nil Blanc. C'est à Bardar. Et ils étaient tous les deux, et il n'y avait que de la presse anglaise, et moi j'étais le seul Français qui était accrédité. Et le Négus avait été élevé par des jésuites, par l'école française. Et la reine Elisabeth m'a surpris parce qu'elle parle très bien le français. Et ils étaient là à parler tous les deux. Avec un décor. Photos que vous verrez hallucinant. au pavillon populaire, ça. Oui. Seront exposées au pavillon populaire. Et je me suis dit, c'est là que peut-être que je me suis dit, et je faisais des photos, et il manque quelque chose, quoi. Il manque ce son. Très poli, comme ça, très distingué. Un super beau français. Et parce que c'est une interrogation, toujours. Il y a un barrage. Le Nil, il va jusqu'à Alexandrie, là, le Nil. Hein. Il est énorme. Et il descend comme ça en direction du Soudan et de l'Égypte. Et je me suis dit, vraiment, ça aurait été un court-métrage formidable d'avoir le son. Voilà, et le son et un plan fixe, quoi. Voilà. Et le son, il est là. Oui, je suis là, ouais. Bah oui, ouais, c'est votre... Non, mais juste...
aussi, moi, je continue à vendre ma soupe. Hein. On a aussi une exposition au Pont du Gard. On est tous là. Ah, formidable, sur le Pont du Gard. Sur le Pont du Gard, parce que pour les 40 ans du classement du Pont du Gard à l'UNESCO, Raymond a fait une nouvelle production photographique avec déjà des photos qu'il avait faites aussi en 2000 à la Chambre. Et je vous conseille d'aller faire un tour. Ça va rester jusqu'en janvier. C'est un endroit formidable, le Pont du Gard. Merveilleux. Et on a dans des alcôves, on a des grandes photos comme ça à la Chambre de Raymond. C'est une de ses dernières productions. Et je pensais à vous parler de ça. Ouais. Et en confrontation avec d'autres photographes, des peintres aussi. Alors au sous-sol, c'est ça. Nous on est à l'extérieur. Énormément reproduit, peint. Énormément reproduit. Voilà. Et c'est un endroit effectivement fascinant. Mais ce que je veux dire aussi par la rétrospective. Je m'étonnais qu'il n'ait rien à dire là-dessus. Rétrospective. Oui, rétrospective. Non, c'est pas vrai. Je ne sais plus là, moi. Je suis silencieux. Donc. Quand je dis que le son est important, c'est sûr que s'il faut que l'image aille avec. Si le caméraman il bouge dans tous les sens, on ne peut pas écouter, on ne peut pas entendre. J'ai très vite constaté, moi, même avant de connaître Claudine, puisque j'avais travaillé sur quelques films où j'avais un ingénieur du son, ou quand je mettais mon micro sur la caméra, que si je bougeais, on n'entendait plus. Ou alors il fallait que ça soit quelque chose. Et donc on écoute parce qu'on ne bouge pas, on se concentre et qu'il fallait remonter ce qu'on dit les temps faibles en temps forts. Ça c'est une belle phrase, mais en fait c'est vraiment difficile parce qu'un temps faible. Alors c'est vrai que quand tu as des candidats ou des justifiables ou des personnes qui viennent défendre, qui veulent sortir de l'hôpital psychiatrique, ils savent très bien que la minute est chère et qu'ils vont mettre tout le paquet pour essayer de convaincre les gens qui sont dans la salle. Et cette parole devient extrêmement troublante, maladroite parfois, comme on l'est dans ces cas-là. On l'est parce qu'on ne serait pas très à l'aise. Et qu'il faut surtout pas bouger et qu'il faut écouter, même s'il y a une minute de trou. Voilà, il faut continuer à filmer. Et je pense que le cinéma ce qu'on appelle ce cinéma direct, je pense que c'est ça qui est sa force aujourd'hui. Il est toujours. C'est pourquoi vous pouvez encore voir ces films aujourd'hui. C'est parce qu'il repose sur des choses très simples, élémentaires, de ce miracle qu'est le cinéma. Le son, l'image qui bouge, le cadre, le montage, la musique, quelquefois aussi. Qui fait que, pourquoi des films sont invisibles 20 ans plus tard, et puis les films peuvent se revoir 20 ans plus tard aussi. Donc, quelle est la différence ? Alors c'est sûr que plus ils sont travaillés à un style comme les actualités de Gaumont, par exemple, les actualités de Gaumont, les actualités de Pathé, où on sent la voix off, là, bien sûr, on a cette sensation. Donc moi, au fond, le cinéma, c'est très proche de la photo, c'est que une photo comme ça de Capa ou de Cartier-Bresson ou que vous avez fait comme ça, ça bouge plus. Simplement, c'est que moi, je me suis aperçu qu'il y avait des photos que je ne voulais pas faire. Alors, ça m'a posé un problème, moi, un petit peu au début, quoi. Et puis, voilà, qu'est-ce que c'était que je ne voulais pas faire ? C'est simple, hein, c'était les photos de mon père. Je ne voulais pas le photographier, j'arrivais pas. Et donc, il a fallu que je fasse un détour énorme. Par plein de... Bon, vous citez des noms exotiques, mais Hanoï, le Tchad, et tout Mogadiscio et Buenos Aires, pour que je puisse un jour photographier mon père. Mais le problème, c'est qu'il n'était plus là. Et c'est ça qui est aussi très difficile. S'il y a quelque chose qui vous retient à faire une photo, ça veut dire qu'on a quelque chose qui se passe, quelque chose dans notre tête, quoi. Et à la fois, il ne faut pas trop traîner non plus.
Et il faut, voilà, les gens que vous aimez, faites des photos d'eux, quand même, parce que après. Je voudrais dire que si ces films y restent, notamment sur tous ces documentaires, c'est qu'on les a produits comme des films, et surtout, je voudrais dire à tous les jeunes là qui appellent ça des docus, que c'est juste impossible de nous parler comme ça. Parce que nous, on fait des films pour la salle de cinéma, et c'est pour ça que ces films sont encore là. Et quand vous nous parlez, quand les gens nous disent « Ah ouais, tu fais des docus », je crois que je deviens folle. On va vous passer la parole. Je pense qu'il y a un micro dit baladeur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? Il y a certainement un micro baladeur. S'il n'y a pas de première question, on passe à la seconde. C'est la règle intangible. J'ai du mal un peu à vous voir parce qu'il y a pas mal de projecteurs, mais pas de main qui se lève. Si. Le micro arrive. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour. Du coup, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que dans le documentaire... Un peu plus fort et un peu plus près. Pardon. Est-ce que vous pensez que dans le documentaire, on doit laisser une place à l'esthétique? Et si oui, à quel point on peut laisser place à l'esthétique, justement? Est-ce qu'on peut laisser la place à l'esthétique dans le documentaire? À L'esthétique. Quelle place on peut le... Oui, bah, bien sûr. Moi, je regrette un peu parce que quelquefois, j'ai pas le temps de faire des cadres. Pourquoi j'aimais bien les gens de l'Est à un moment, c'est qu'effectivement, ils me paraissaient très forts dans le cadre. Le cadre, c'est l'élégance, c'est une force inouïe, le cadre. Et donc, oui, mais Oui, ça, oui, on il faut peut, laisser si la c'est place mal à fait, l'esthétique. ça devient de l'esthétique. Et voilà, il faut pas. Moi, je pense que, comme un peintre, comme les peintres, comme les musiciens, comme voilà. Alors, il y a des méthodes. Hein. Regardez les photos à l'envers. Regardez les photos à l'envers. À Magnum, ça se fait beaucoup. On regarde les photos à l'envers. En cinéma, c'est plus compliqué. Hein. Un peu plus. Non, mais je ne sais pas ce que vous appelez esthétique, mais très franchement, certains plans de profil paysan, y compris sur le visage des protagonistes, est pour moi une esthétique en soi, de toute évidence. Ou la façon dont les Cévennes sont filmées, une route des Cévennes, c'est une esthétique ô combien puissante. Et si on y ajoute un peu de Gabriel Fauré, ça ne gâte rien. Voilà ce que fait Raymond Depardon. Pour revenir, par exemple, à l'anecdote que je vous ai racontée de venir avec un appareil photo pour photographier un vieux garçon des Cévennes, donc ça se passe bien. Le facteur il le connaît, et le facteur... Et là, vous savez qu'il a des bœufs. Plus beaucoup à avoir des bœufs, non. Et est-ce que je pourrais un jour faire une photo de vous avec vos bœufs? Oui, à Pâques. Bon. Et si j'étais arrivé avec plein de matériel, des assistants qui auraient pris leur place, qui auraient... Passe-moi le truc. Et j'aurais dit la même chose, peut-être qu'il aurait... Alors, il y a une chance sur 1000, il aurait pu dire tout de suite, pour me débarrasser. Mais c'est vrai que l'idée que... Vous savez... Les gens qui ont été filmés comme ça, et qui voient arriver beaucoup de monde, parce qu'ils ont dit oui à un metteur en scène, un monsieur qui est venu chez eux, qui a offert une bouteille comme ça, qui était très sympathique, et ils ont dit oui, d'accord, si vous voulez filmer, venez, vous me filmerez. Et puis d'un seul coup, ils voient arriver là, énormément de monde. Vous vous rendez compte la tromperie que c'est? Voilà, on peut pas... Donc c'est pour ça que... On va prendre une autre question, Raymond, si vous voulez bien. Parce que sinon, ils vont être extrêmement frustrés, je les connais. Il y a deux mains qui se lèvent, mais ça, c'est tôt. Bon, allez. Donc moi, ma question, c'était... Plus fort, s'il vous plaît, plus près, merci. Ma question, c'était pour vous deux. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué dans les films que vous avez pu faire? Claudine? Alors moi, spontanément, j'ai pas de réponse, non. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans les films qu'on a pu faire? La plus marquante. Moi, je pense que c'est
la douleur, la peine des hospitalisés en psychiatrie. C'était quand même quelque chose de très très fort et une grande responsabilité pour nous de parler de ça. Et c'est pas une personne en particulier, mais que ce soit chez les prévenus ou chez les hospitalisés, oui, c'est des rencontres très très fortes. Oui, parce que, par exemple, c'est un truc que je me souviens comme ça, j'ai dit à Claudine, que je connaissais pas bien quand même, parce que c'est le voyage de noces, et j'ai dit à Claudine, tu m'en voudras pas, peut-être que je te filmerai. Parce que je sais qu'à un moment donné, coincé, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois dans les scènes, là. Il y a une dame, Madame Belli. Hein. Non, c'est pas ça, c'est une dame qui s'adressait à moi, parce que en fait, j'ai fait le film enceinte, je dois avouer, et je commençais à avoir un sacré bidon. Et elle racontait, enfin c'était terrible, elle racontait dans Urgence, elle raconte qu'elle a été violée dans un ascenseur, qu'elle l'a gardé, et que pour se rapprocher de l'enfant, elle travaille dans une crèche, mais je déteste les enfants. Et elle me regardait, j'étais enceinte jusqu'au cou. C'était monstrueux, donc vraiment, il a tourné la caméra vers moi pour qu'on voit que j'étais enceinte. Moi, j'étais contre ce plan après, puis finalement, je me dis, c'est-à-dire que dès que la psychiatre partait, elle s'adressait à nous. Et elle a commencé à raconter ça. Mais la chose qui était incroyable dans ce centre de Paris, qui pourrait être le centre de Montpellier... Donc, pardon Raymond, mais la personnalité la plus marquante, c'est donc Claudine. Oui. D'accord, ok. Je voulais qu'on soit bien sûr de ce qu'on avait entendu. Non, mais c'est dans l'ascenseur. Moi, je sais que quand j'ai été à Curie... Non, mais non, Raymond, non. Si, non. Mais rien à voir. Et là, les gens étaient très, très bien habillés. Et là, tu te dis, c'est pas pareil que dans les sous-sols du palais de justice. Et pourtant, la douleur, elle est là aussi. Curie, c'est vraiment le centre de la douleur en Europe même. Donc, c'est pas forcément une question de classe sociale. C'est quelque chose qui est difficile. Comment tu peux la filmer? Comment tu peux filmer ça? Et ça, sans être voyeur ou malhonnête, quoi. Filmer n'est pas important quand tu vois une douleur comme ça, quoi. C'est quelque chose qui te transcende, tu sais, t'es démuni, quoi. Quand tu vois des gens aussi malheureux, quoi. On va prendre une autre question. Oui, alors, il y a un micro, il se balade, c'est le micro qui décide. Je ne veux pas me faire d'ennemis. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a bien compris l'importance fondamentale du plan séquence pour Raymond quand il filme. Moi, j'aimerais savoir si c'est-à-dire comment vous appréhendez le fait de filmer, par exemple, un film comme 10 minutes de silence. Voilà, je peux peut-être reposer la question. Vous m'entendez, Raymond? Ouais. Je voulais savoir comment vous appréhendez en fait le fait de filmer un plan séquence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un côté complètement intuitif ou est-ce qu'il y a une réflexion avant de lancer la caméra? Est-ce que, par exemple, je pense à 10 minutes de silence de John Lennon, où c'est une succession de plans fixes sur des personnes, mais qui s'incluent dans un plan séquence. Est-ce qu'avant de lancer la caméra, vous avez imaginé le plan séquence en lui-même, ou est-ce que c'est complètement spontané, intuitif, en fonction du moment? Non, j'ai improvisé. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard, parce qu'on était au parc, en face de Dakota, et j'ai un ami qui pledge, qui a une agence de presse, de photos, qui s'appelle Contact, qui est là. Donc moi, je suis descendu, et voilà. Et je sais qu'il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'après, on a vu, sur le plan séquence, des gens qui venaient du bas de la ville, c'est-à-dire bien habillés, costume, cravate, qui avaient demandé 1 heure ou 2 un break, qui venaient des milieux, des milieux financiers, puisque voilà, alors c'est un peu, mais en France c'est pas pareil. Et donc on voit des gens qui viennent parce que c'était leur génération, parce que John Lennon était leur génération, et qui ont demandé leur matinée pour venir au parc. Et d'autres qui venaient peut-être de bas de la ville, le contraire. Du haut plutôt que le bas. Hein? T'as dit le bas d'abord, maintenant c'est... Oui, bah donc du haut alors. Mais bah, je veux dire, ça se voit qu'après, et tu le vois pas au moment. Je pense que la meilleure preuve... Non, mais par contre, il dit on va faire un plan séquence. Hein. Il dit pas... c'est intuitif. Alors là, l'exemple est mauvais sur John Lennon, mais quand on tourne, tu dis on y va en plan séquence et on s'arrête pas, quoi. C'est pas...
C'est C'est quelque pas chose. systématiquement un plan séquence, moi. Mais c'était très très souvent en plan séquence. Mais c'est vrai que j'ai passé un temps à essayer ça. Mais il y avait d'autres impératifs pour moi. C'est d'entendre. Si on n'entend pas, bon, j'arrête aussi. Le retour son, parce que théoriquement j'ai quand même censé avoir un retour son. Qui faisait que... En fait, là, il me regarde parce que des fois, je lui donnais pas. Donc... Non, mais de bien entendre les personnes. Non, mais après, je pense que le fait que je sois arrivée, ça t'a permis de te reculer. Parce que sur tes films comme Reporter, ou même 1974, une partie de campagne, tu étais obligé de t'approcher pour entendre, encore qu'il y avait un ingénieur du son sur 1914. Mais le fait qu'on puisse travailler en tandem, tu as repris ta focale de photographe, qui est le 50 mm, alors qu'avant, tu étais obligé d'être beaucoup plus serré. J'ai pu te donner de l'air devant les personnes filmées, avec ma prise de son. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous... Je dois le reconnaître. Il y a pas mal de choses qui nous est venues des États-Unis, aussi bien en photo qu'en cinéma. Certains photographes, effectivement, ont commencé, notamment avec la mission Roosevelt, d'aller photographier les paysans pauvres dans le sud de l'Alabama et d'y rester un certain temps et d'y avoir aussi un rédacteur et de voilà. Avec Walker Evans et d'autres, Dorothy Lange. En cinéma, le premier film qui a été fait un peu dans cette méthode que je vous parle, là, ça a été Primary, le film sur la campagne de Kennedy. Et le matériel était pas facile à l'époque, et il a resté très longtemps. Moi, je souffrais de ça, parce que vous passez d'un Leica à une caméra à tonnes, c'est lourd. Et donc, j'avais lu cette interview comme ça dans les cahiers du cinéma. Il disait qu'il improvisait. Ils avaient posé un petit magnétophone sur la table pour boire le champagne. Donc une table basse comme ça. Et puis, ils étaient coincés dans un coin de la pièce, ils ne bougeaient pas, et donc ils ont eu une séquence qui est très forte. Et puis, en 82, Lina me demande est-ce que je veux bien faire un plan séquence qui symboliserait le changement de régime en France avec l'arrivée de la gauche. Et donc, oui, bien sûr. Et j'ai dit, je vais passer 10 minutes dans le bureau du président de la République. Donc bonjour. Je me suis mis dans un coin et j'ai posé aussi un petit magnétophone sur sa table. À un moment, c'est pas la même culture. Donc en disant au revoir au président de la République, j'ai dit, ben voilà, merci beaucoup. Et il m'a dit, j'espère que vous n'avez pas fait le son, pas pris de son. Donc j'ai cru comprendre que le coup de téléphone qu'il a donné pendant les 10 minutes de séquence était un coup de téléphone extrêmement... qu'on pouvait détecter des choses. Et là j'étais obligé... Mais j'étais pas là pour faire du scandale. J'ai dit si. Ah, alors recommençons. Voilà, donc c'est plus pareil. Donc je pense qu'il a téléphoné à quelqu'un qu'on peut décrypter. Moi, ça ne m'a pas intéressé de décrypter, mais qui était son fils, je crois. Voilà. Donc voilà le problème des deux cultures. Le son est quelque chose peut-être de plus dangereux que l'image. Ça c'est... voilà, ça c'est... Et peut-être qu'effectivement, on peut penser ce qu'on veut de Giscard d'Estaing. Moi, c'était pas mon favori, c'était pas les candidats. Mais c'est vrai que à un moment, je me suis retrouvé seul, comme un photographe, à côté de lui. Et il a commencé à me dire des choses off, comme une voix off. J'adore la chasse. Et la chasse, j'adore aller dans les grands pays lointains, faire des chasses. Le mec, il se présente, était dans une voiture entre Clermont-Ferrand et Chamalières.
tu vois bien que les gens qui sont là, au bord de la route de Chamalières, ils connaissent pas. Pourtant, et c'est des chasseurs pourtant. Mais c'est pas les mêmes chasseurs, quoi. Voilà. Donc je me dis quand même. Et puis après, parler, tout ça. Le but de ma vie, je me suis marié pour être candidat de la République. C'est le but de ma vie. Mon mariage, tout. Si je devais échouer, je partirais sur autre chose. Quand même, t'as beau ne pas être journaliste au Monde ni à Libé, tu te dis quand même c'est pas mal. N'oubliez pas d'aller voir les films courts. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont magnifiques. Rassure-les. Hein? Rassure-les. Et les longs, bon, ils sont pas trop longs, quoi. Ça va. Merci Raymond. Hein? Et juste maintenant, vous allez pouvoir signer le livre de Raymond Depardon, Désert, juste à la sortie, il va s'installer si vous voulez. Et n'oubliez pas que si vous ratez les films ici à Cinémed, tous les films, tous les longs métrages vont ressortir en salle pendant toute l'année, en plusieurs cycles, grâce au film du Losange dans toute la France. Donc n'hésitez pas, surveillez, ça sortira certainement au Diagonal, à Utopia, ici. Et puis tous les films continuent de passer au Cinémed jusqu'à la fin du festival. Bonne fin de journée.